Hey, salut tout le monde, c'est Jérém et comme vous le savez, Spider-Man Homecoming est désormais sorti au cinéma, ce qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est le top 10 des clins d'œil dans Spider-Man Homecoming. Donc je vous conseille d'avoir vu le film car il y aura quelques spoilers. Alors en numéro 1, on commence doucement puisqu'on va parler du logo de Marvel Studios. Alors comme vous le savez depuis Civil War, il me semble, le logo du début des films de Marvel Studios a changé et nous dévoile de nouvelles images par rapport aux nouveaux films qui sont sortis. Et donc dans Spider-Man Homecoming, ce n'est pas la musique traditionnelle des films Marvel, mais c'est plutôt la musique en version instrumentale du générique du dessin animé de 1967 qui accompagne ce petit logo et je vous mets les liens juste ici. Pour le deuxième clin d'œil, on va s'attaquer à l'intelligence artificielle présente dans le costume de Spider-Man, intelligence que d'ailleurs il aime appeler Karen. Et bien sachez qu'en version originale, la voix de Karen est doublée par Jennifer Connelly, qui a par ailleurs joué dans un autre film Marvel en 2003, Hulk. Et d'ailleurs Jennifer Connelly, ce n'est pas n'importe qui puisqu'elle est mariée à Paul Bettany. Et Paul Bettany, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'homme, la personne qui se cache sous le costume, l'apparence de Vision à partir d'Avengers 2. Alors si on rentre dans la théorie où Jarvis, qui est donc Vision, donc Jarvis qui a évolué entre guillemets en Vision, et si Karen, donc l'intelligence présente dans le costume de Spider-Man, évoluait aussi et devenait Jocasta, ceux qui ont lu les comics doivent savoir de qui il s'agit. En numéro 3, pour ce troisième clin d'œil, on va s'attaquer au clin d'œil fait à partir des comics. C'est-à-dire que je vais vous citer deux exemples. Par exemple, il y a l'exemple, j'ai dit trop de fois le mot exemple, du braquage qui est présent dans les comics et qui nous a été très largement vendu dans la bande-annonce par exemple. Et il y a aussi le moment où Spider-Man est coincé sous les débris qui est aussi représenté dans les comics de la même façon. En numéro 4, pour le quatrième clin d'œil, on va s'attaquer au personnage de Donald Glover, bien sûr le jeune homme qu'on peut voir dans le garage, qui incarne le personnage présent, le criminel, présent sous le nom de Aaron Davis. Et d'ailleurs ce n'est pas n'importe qui, puisque Aaron Davis joue un bad guy, un méchant dans les comics, qui s'appelle le Rôdeur. Et comme par hasard, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le rôdeur, Aaron Davis, son neveu est tout simplement Miles Morales, donc la version en fait Renoir de Spider-Man, dans la version Ultimate des comics. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler que Kevin Feige, je sais pas comment on dit, a par ailleurs annoncé que Miles Morales était quelque part dans l'univers cinématographique Marvel, sans donner plus d'informations. En numéro 5, on va s'attaquer au personnage, ou plutôt à l'acteur de Martin Starr, qui incarne dans le film Monsieur Harrington, donc le professeur qui entraîne les élèves à l'Académie Décathlon. D'ailleurs, cet homme, jouait dans un autre film Marvel il y a quelques temps, un film qu'on a tous oublié. Il jouait Amadeus Cho dans L'incroyable Hulk, donc le deuxième film du commencement du MCU. Et donc oui, c'est assez incroyable, mais bon, étant donné que L'Incroyable Hulk est un film assez oubliable, bon, ce n'est pas trop grave, disons. En numéro 6, pour le sixième clin d'œil, on va s'attaquer à Zendaya. Zendaya, l'actrice qui joue Michelle. À la fin du film, Michelle se dit qu'auprès de ses amis, elle veut s'appeler MJ. Et c'est vrai qu'après réflexion, MJ, c'est exactement les initiales de Mary Jane. Et ça, c'est plutôt assez intriguant, car quand on voit le physique de Zendaya et de Mary Jane, c'est vrai qu'il n'y a aucune ressemblance. Mais cela dit, dans ce film, le casting est très étrange, puisque si on prend les cas des personnages de Ned et de Flash, eh bien c'est vrai que quand on les compare avec leur version comics, il y a une sacrée différence, et c'est pour ça que ce casting est vraiment assez intriguant. En numéro 7, pour le 7ème clin d'œil, ça se passe à la fin du film, lorsque Tony Stark invite Tom Holland, donc Spider-Man, à la tour, au QG des Avengers, pardon. Petite anecdote juste, au fond, on peut voir le personnage de Happy qui est joué par Jon Favreau. Jon Favreau qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est la personne qui a réalisé les 3 premiers Iron Man. Bref, du coup, Iron Man montre un nouveau costume de Spider-Man à notre cher petit Peter Parker, mais celui-ci refuse pour le moment de rejoindre les Avengers ou de porter ce nouveau costume. Là, il y a une différence avec les comics, puisque cet élément
où il dit notamment qu'il y a des journalistes derrière. Cet élément se rapporte au début de Civil War, donc ils ont un peu changé les choses. Au début de Civil War dans les comics, en fait, Peter Parker ne refuse pas comme dans le film, il accepte, et du coup il se rend envers les journalistes, et il affirme à tout le monde que Spider-Man est en fait lui-même Peter Parker, et il dévoile son armure, l'Iron Spider. D'ailleurs, cette armure que Tony Stark lui présente dans le film, je sais pas vous, mais moi, elle me fait penser justement à cette armure de l'Iron Spider, combinée un petit peu avec son armure All New qu'on peut voir dans les comics récemment. En numéro 8, on va s'attaquer à Liz. Liz qui est jouée par Laura Harrier. Laura Harrier, je ne sais pas comment on dit. Bref. Du coup, ce personnage qui est apparemment très présent dans les comics, moi je ne le savais pas, mais c'est vrai que quand on se renseigne, et apparemment c'est la plus jolie fille du campus, de l'académie, tout ça. Encore plus que Mary Jane. Dans le film, Liz est la fille du vautour. J'avais oublié son nom, Adrian Toomes. Voilà, Toomes, je l'ignore. Mais il n'y a que dans le film que ça se passe comme ça, parce que dans les comics, ce n'est pas du tout sa fille en fait. La fille du vautour, elle s'appelle Valeria et pas du tout Liz. Donc, à moins que je ne me sois très mal renseigné, mais il me semble que c'est juste une invention faite pour le film pour que ce soit plus logique. En numéro 9, on va s'attaquer cette fois-ci aux 2 scènes post-génériques. Donc, la première scène post-générique concerne le personnage du vautour, qui est donc maintenant dans une prison, évidemment. Il a vraiment pas de chance parce qu'il s'est fait attaquer par Spidey. Et donc du coup, il se retrouve dans la prison. Et dans la prison, il rencontre un mystérieux personnage avec un tatouage de scorpion sur le cou. Ce personnage n'est autre évidemment que le personnage du scorpion. Ils vont certainement, je pense, s'allier et s'évader de la prison dans Spider-Man 2, sûrement. Ce sera aussi la première fois qu'on verra le Scorpion dans un film Spidey. Et enfin, en numéro 10, on s'attaque à la dernière scène post-générique qui est assez gênante et assez frustrante. Celle qui est tout au bout du générique, où en fait on voit le personnage de Captain America, qui est d'ailleurs très récurrent dans le film, qui intervient 3 fois je crois. Et bien à la fin, il arrive et nous dit qu'il faut tout simplement être patient. Alors c'est vrai que pour tout fan qui se respecte, et forcément les fans attendaient des images, que ce soit d'Avengers, de Thor ou de Black Panther. Et bien non, il nous dit bien qu'il faut attendre, et c'est comme ça, c'est la vie. Et en gros, c'était les petites leçons de Captain dont on a droit pendant tout le film. Voilà, c'était les 10 clins d'œil faits dans Spider-Man Homecoming. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as vu autre chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un petit commentaire autre, un petit pouce en l'air et à vous abonner à tous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!